En France, l'hebdomadaire Le Canard enchaîné fête ses 101 ans. Le célèbre volatile s'est posé dans le grand angle du 64 minutes. Bonjour Laurent Martin. Bonjour. Alors vous êtes le co-auteur, on peut dire, de ce livre beaucoup plus lourd qu'un gâteau d'anniversaire. Je ne sais pas combien il pèse, mais près de 700 pages en tout cas pour les 101 ans du Canard enchaîné. Un siècle et un an d'articles et de dessins. Vous êtes historien, professeur à la Sorbonne, à Paris 3, pour réaliser alors ce livre Hommage au Canard. Vous avez travaillé avec Bernard Comment, je crois, des éditions du Seuil, et puis aussi avec la collaboration dans le livre de l'écrivain Patrick Rambaud, qui est prix Goncourt 97, il faut le rappeler, qui signe le roman du Canard. Alors le Canard enchaîné, il a pratiquement 102 ans, en fait, il faudrait dire, puisqu'il a été créé une première fois en 1915 et puis à nouveau en 1916, au cœur de la Première Guerre mondiale. Je crois qu'on va voir la une du premier numéro du Canard. C'était en 1915, la voilà. Donc un double anniversaire, en fait. Oui, effectivement, il est né au début de la Première Guerre mondiale, créé par deux journalistes, Maurice Maréchal et H.P. Desvaux-Gassier. Ouais. Maréchal était rédacteur et Gassier dessinateur. Deux journalistes qui étaient très impliqués dans les mouvements socialistes, internationalistes, pacifistes, etc. et qui, disons, ont voulu créer un journal pour résister à l'hystérie belliciste qui s'est emparée de beaucoup d'esprits, ce qu'on appelait l'Union sacrée. Voilà. C'est un journal contre la guerre. C'est un journal contre la guerre. Mais ce n'est pas un journal pacifiste, attention, ça c'est très important, parce que s'il avait été pacifiste, il aurait été supprimé, il aurait été interdit et ses animateurs auraient été emprisonnés. Donc il a trouvé un angle, une façon de présenter les choses de telle manière que l'on puisse comprendre qu'il était effectivement contre la guerre, tout en n'allant pas trop loin dans la dénonciation de cette guerre. Alors pour ceux qui nous suivent sur les 5 continents, dites-nous en deux mots, dès le départ, quelle est la ligne éditoriale du Canard enchaîné? Alors c'est un journal de gauche, déjà, il faut quand même le dire, très engagé donc, sur le plan politique. C'est un journal qui a un certain nombre de détestations, de têtes de Turc. Alors il est anticlérical, il est anti-capitaliste, ou il est anti-militaire, militariste, etc. Donc il a une série de détestations comme ça, qui forme un peu son ADN. Au départ, il s'intéresse presque exclusivement à la politique française. À la politique française, ça c'est vraiment une caractéristique qui a duré d'ailleurs très largement jusqu'à nos jours. L'essentiel de son contenu, c'est quand même l'actualité politique française. Alors avec cette tête de Turc, là on vient de voir, on a vu passer rapidement le général de Gaulle, qui était un... c'est le meilleur adversaire de Gaulle, du Canard, oui. Oui, de Gaulle, avait le défaut aux yeux des journalistes du Canard d'être un militaire et d'être revenu au pouvoir en 58 dans des conditions assez troubles, à l'occasion de la guerre d'Algérie. C'est effectivement pendant toute la durée de la présidence de Gaulle, il y a eu une sorte de procès en illégitimité qui lui a été intenté par les journalistes du Canard, considérant au fond que sa prise de pouvoir avait été illégitime. Mais par ailleurs, le journal a également ciblé. Oui, mais surtout, c'était quelqu'un, de Gaulle, pour les gens du Canard, c'était quelqu'un qui aussi avait des qualités, c'était aussi un grand homme d'État, et donc il y a une sorte d'admiration, de respect pour de Gaulle. Donc il y a un jeu de Gaulle comme ça assez subtil. Le volatile. Voilà, c'est ce qu'il disait quand il l'ouvrait. Que dit aujourd'hui le volatile sur moi? C'est un hebdomadaire qui sort tous les mercredis, et le mercredi matin, il aimait lire le Canard enchaîné. Dès le mardi soir, puisqu'en fait, les gendarmes, les policiers venaient chercher le Canard le mardi soir, viennent toujours d'ailleurs chercher le Canard le mardi soir pour l'apporter dans les différents ministères, puisque les responsables politiques aiment savoir avant tout le monde ce qui est dit sur eux. On peut dire que c'est un journal d'investigation, aussi d'enquête. Oui, ce qui n'était pas au départ. Au départ, il fait dans l'actualité politique, il est très à l'aise notamment dans tout ce qui est bruit de couloir, etc., ce qu'on appelle la mare au canard, la page 2, qui existe depuis quasiment le début de l'histoire du Canard. Et ce n'est finalement qu'à partir des années 50, 60, à partir de la guerre d'Algérie et surtout des années de Gaulle, que le Canard s'est vraiment mis à faire de l'investigation, avec des enquêtes exclusives, avec surtout des sources d'informations qu'il n'avait pas au départ. C'est-à-dire que, comme je le disais, le journal était plutôt de gauche, il est resté très largement, et donc pendant très longtemps, finalement, il n'avait pas d'informateurs véritablement dans les milieux militaires,
LR ou dans les milieux politiques de droite, etc. Et puis finalement, à partir des années 60, il a réussi à trouver des informateurs dans ces milieux-là et donc aussi à avoir une information qui vienne véritablement de tous les côtés. Alors c'est un journal, on peut le dire, réellement indépendant, hein. Il n'y a pas de publicité. Oui, et ça dès le début aussi. Hein. C'est vraiment la force du Canard. Ça a été le projet de départ de Maurice Maréchal, c'était vraiment de faire un journal libre et considérant que finalement la condition pour être libre sur le plan éditorial, c'était aussi de l'être sur le plan financier. Il a fait en sorte effectivement que le journal ne vive au fond que de ses lecteurs, c'est-à-dire à la fois des lecteurs au numéro et des abonnements. Alors c'est un journal on le disait, hein, qui a révélé beaucoup d'événements en France. Par exemple, il a épinglé, à l'époque c'était très célèbre, le Premier ministre Chaban-Delmas dans les années 60 qui ne payait pas d'impôts. Hein. Il a révélé que pendant 4 ans, le Premier ministre de l'époque n'avait pas payé d'impôts. Ouais. Ensuite, il y a eu les écoutes téléphoniques des renseignements généraux. Il y a eu la feuille d'impôt du président Giscard d'Estaing. Ils ont publié la feuille d'impôt du président de la République. C'était quand même une première. Et puis évidemment, il y a eu aussi, on l'a vu passer, parce qu'on a vu passer beaucoup d'illustrations du Canard enchaîné. C'est l'affaire évidemment des diamants de Bokassa. Le président Giscard qui avait reçu des diamants de l'empereur de Centrafrique. Ça a été une affaire qui lui a peut-être coûté d'ailleurs sa réélection en 81. On le dit, enfin effectivement, en tout cas ça a certainement porté un grand tort à son image. C'est vrai que toutes ces affaires des années 70 ont vraiment porté le Canard à un niveau de vente et de réputation inégalée. Hein. Il est devenu célèbre non seulement en France, mais dans le monde entier, puisqu'il y avait toute une série de journalistes étrangers qui couvraient toutes ces affaires, notamment l'affaire des micros qui a été comparée à l'affaire du Watergate aux États-Unis à peu près à la même époque, à la différence près, qui est quand même importante, qu'en France, aucun responsable politique n'a finalement été inquiété par ces affaires. Voilà, on parle là des micros avec le ministre de l'Intérieur. On a quand même sonorisé, on a quand même posé des micros dans les locaux d'un journal, mais aucun responsable politique finalement n'a été inquiété, alors qu'aux États-Unis, on sait, ça a débouché quand même sur l'impeachment de Nixon. Donc la comparaison des deux systèmes politiques de ce point de vue-là n'est pas la faveur de la presse faisait son boulot, mais peut-être que la justice française. Oui, la justice française et le monde politique français ont été défaillants, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il y a eu aussi beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus récemment, les vacances de la ministre de la Défense Michèle Alliot-Marie, enfin qui avait des relations d'affaires avec je dirais l'entourage du président, du dictateur Ben Ali. Hein. Ça lui a peut-être aussi coûté. Elle a dû démissionner d'ailleurs très rapidement juste après, révélation du Canard. Et puis alors plus récemment encore, c'est l'affaire Fillon. L'affaire Fillon, oui. Donc c'est le Canard enchaîné qui a révélé que Pénélope Fillon, donc la femme de François Fillon, travaillait. Enfin c'est un emploi présumé fictif, hein, parce qu'il n'y a toujours pas eu de procès. Présumé fictif. Tout ça c'est le Canard. Oui, et puis alors c'est vrai que pour l'affaire Fillon, on peut dire que jamais auparavant, même dans l'histoire du Canard en tout cas, mais même je pense que dans d'autres cas également, un journal n'a pesé à ce point dans le déroulement d'une campagne présidentielle. Hein. Il est clair que tout le monde le disait il y a encore 1 an et demi, il a fait un boulevard pour Fillon, tout le monde lui prédisait une victoire certaine, etc. Et puis finalement, patatras, des révélations ont fait qu'on a découvert un autre aspect du personnage et une partie de son électorat s'en est détournée. Donc il y a eu un effet véritablement de ces révélations. Alors on doit aller vite, hein, parce que le Canard, on ne peut pas parler du Canard sans parler de ses dessinateurs, parce qu'il y a quelques photos dans le Canard, mais très très peu. Donc le Canard, on l'identifie beaucoup par ses dessinateurs. Je vais en citer quelques-uns pour le rendre hommage. Il y a eu Lapp, Guiraud, Cardon, Carleroux, Cabu, évidemment, Cabu qui est mort en janvier 2015 dans l'attentat de Charlie Hebdo, Panchaud, Pétillon, on en voit, voilà, ça c'est Lapp. Enfin, ce sont des dessins, on reconnaît, on voit le dessin, on sait que c'est le Canard, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une pléiade assez éblouissante de journalistes dessinateurs. Et ça, dès le début du Canard, hein, puisque encore une fois, il est fondé par un dessinateur et par un rédacteur. Voilà, et puis, très rapidement, il y a toutes les générations de dessinateurs qui sont succédés au Canard et qui ont fait beaucoup pour son succès. C'est vrai que le Canard, on a coutume de dire, et je pense que c'est vrai, c'est plusieurs journaux en un. C'est effectivement un journal d'investigation avec des enquêtes exclusives, des scoops, etc. C'est aussi un journal culturel qui apporte un certain nombre d'informations sur la vie culturelle. Voilà. Et c'est un journal d'humour et les dessins, évidemment, du Canard comptent énormément. Et on sait bien que le réflexe de lecture de beaucoup de lecteurs, quand ils ouvrent le Canard, c'est d'abord de regarder les dessins. Oui, les dessins et puis les rubriques, parce qu'il y a énormément de rubriques. Alors on peut en citer quelques-unes parmi les qui sont d'ailleurs très anciennes. Souvent, elles sont toujours là. D'ailleurs, la Mare au Canard, vous en avez parlé tout à l'heure, Pan sur le bec, le mur du son avec une cédille, le mur du con, vite dit, prise de bec, Canard+,
plus, et donc qui est beaucoup lu dans le monde des médias. Ouais. Parce qu'en fait, je crois que le Canard, c'est surtout lu par les hommes politiques, par les journalistes et le monde judiciaire. Oui, enfin, c'est lu un peu plus largement, oui, puisque c'est quand même 400 000 exemplaires chaque 400 semaine.000, Donc, excusez ça fait du monde, oui. Ça fait du monde. Ouais. Mais effectivement, vous avez raison, c'est aussi ce que Régis Debray appelait le journal de la paroisse. C'est-à-dire, effectivement, le journal lu par le petit cercle des gens de pouvoir, au fond, puisque au fond, les hommes politiques ou les dirigeants économiques ou médiatiques sont effectivement des gens de pouvoir qui, à la fois, tremblent et en même temps attendent d'être présents dans les colonnes du journal. Parce que être cité dans les colonnes du journal, avoir même un dessin ou un article, c'est un signe de consécration. D'une certaine façon, on existe médiatiquement, politiquement, ça veut dire qu'on est important. Alors parfois, c'est évidemment à leur détriment, mais c'est un signe de reconnaissance. En tout cas, on disait un journal satirique, journal d'investigation. Il n'y a plus beaucoup de journaux, ni d'investigation, ni de journaux satiriques en France. Ça devient une espèce rare, ce canard en voie de disparition. Ça a toujours été un spécimen, pour le coup, très rare, unique en France et dans le monde. J'ai cherché, quand j'ai fait ma thèse, des équivalents dans le monde. Il n'y en a pas véritablement qui réunissent à la fois cette indépendance financière, cette liberté de ton, cet anticonformisme et cette longévité. C'est effectivement encore un journal qui a 100 ans, c'est quand même considérable. Alors il y a un site internet, le Canard enchaîné, mais c'est vraiment un média papier. Le site internet, c'est juste pour essayer de trouver de nouveaux abonnés. Oui, pour l'instant, c'est vraiment un embryon de site internet. Bon, on dit bon anniversaire par votre intermédiaire, Laurent Martin, au Canard enchaîné. Donc il fête ses 101 ans cette année. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 64 minutes.